Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Les autorités de la transition viennent de rendre publique la liste du nouveau gouvernement. Il est composé de 25 membres. Quelle est la composition de ce nouveau gouvernement? Est-ce que toutes les attentes ont été comblées? C'est ce que nous allons tenter de comprendre dans le grand dialogue d'aujourd'hui, dont le thème est mise en place du nouveau gouvernement de transition, défis et perspectives. Nos invités sont M. Mamadou Diko, membre du parti URD, M. Bakabini Keïta, il est politologue. Moi, je suis Mariam Koulibaly à la présentation. Bienvenue. Le Grand Dialogue. Alors, Monsieur Keïta, que pensez-vous du nouveau gouvernement? Tout d'abord, je salue Sijo Tamani, à commencer par vous et puis tous vos collègues. Et ensuite, tous les auditeurs, téléspectateurs des télévisions qui sont affiliés à Sijo Tamani. Maintenant, qu'est-ce que je pense du nouveau gouvernement? Il est quand même très tôt de dire quoi que ce soit, mais déjà, je vois que il n'y a pas eu beaucoup de changements. Il y a eu des têtes, certainement, qui sont parties, d'autres sont venues, mais il y a aussi beaucoup d'anciennes têtes qui sont restées. Le nombre n'a pas changé, la taille du gouvernement n'a pas changé, je pense que c'est toujours 25. Dans un contexte de crise, de récession économique, donc ça fait beaucoup quand même aussi de charges, quoi. Donc je pense qu'on est toujours dans la logique du partage de gâteau. D'accord. Monsieur Digo, êtes-vous du même avis que Monsieur Keïta? Non, pas forcément. Je voudrais aussi commencer mon propos par saluer vos auditeurs et téléspectateurs et dire tout le plaisir que j'éprouve d'être là. Non, je crois que le gouvernement, il est très tôt, comme il l'a dit, de se prononcer sur les personnalités qui le composent. Ce qui est évident, je ne pense pas que ce soit un partage de gâteau, sinon le nombre aurait augmenté si c'était le cas. Je constate avec bonheur qu'il est un peu plus ouvert aux hommes politiques, ouvert à quelques personnalités de la société civile. Est-ce que c'est inclusif? On y retrouve toutes les couches de la société selon vous? Je le pense à la lecture parce que, comme je l'ai dit, c'est tout de suite dans votre studio que j'ai eu connaissance même de la formation du gouvernement. Donc, je n'ai pas eu suffisamment le temps pour décrypter un peu ce gouvernement. Mais ce qui est sûr, j'ai senti la présence de certains politiques dont mon parti. Et je voudrais finir par les féliciter en particulier le représentant de l'URD qui siège dans ce gouvernement. Ce nouveau gouvernement, M. Keïta, quelle doit être leur mission maintenant? Écoutez, avant de répondre à cette question, je voudrais quand même rebondir à M. Diko qu'il faut quand même apprendre à se dire la vérité dans ce pays-là. Il faut sortir du colmatage et puis de la grande couverture à faire sur les gens parce qu'ils sont à tel poste ou bien parce que j'ai telle personne qui est dans ça. Tout de suite dans les coulisses, M. Diko lui-même disait qu'il y a apparemment des éléments du président Bandao qui ont fait leur entrée dans le gouvernement. Je ne pense pas qu'il mérite mieux ce poste-là plus que moi et plus que d'autres Maliens. Mais vous ne verrez pas des gens que les Maliens ne connaissent pas du tout, qui sont capables de quelque chose, qui vont rentrer dans ce gouvernement. C'est toujours des histoires de copinage, c'est toujours des histoires d'amitié. Justement, on avait des gens dans la région de Mopti qui demandaient à ce que les gens qui se trouvaient dans les régions soient intégrés dans ce nouveau gouvernement. Pensez-vous que cela a été le cas? Oui, non, ça n'a pas été le cas. Pour le moment, je ne sais pas trop, je ne connais pas. Mais déjà, mon impression, c'est que, on est toujours dans les mêmes histoires, quoi. Et donc, moi, je ne pense pas. Il ne faut pas s'attendre à un miracle, que ce gouvernement va faire un miracle. Maintenant, votre question, c'est... Leur mission, leurs objectifs. La mission, je pense que doit être sécuriser le pays. Et je crois que c'est la première des choses. Et vous savez quand même que je suis enseignant, donc je vois qu'il y a beaucoup d'écoles. Et d'ailleurs, je crois dans les jours à venir, ne soyez pas surpris que moi-même je commence, parce que ça fait beaucoup de longtemps que je me suis tué sur cette question-là.
Mais le fait dans un pays où l'école ne va pas du tout et tout le monde fait comme s'il n'y a rien, sincèrement, c'est grave. Il y a combien d'écoles qui sont fermées aujourd'hui? Hier, c'était seulement peut-être Kidal, Gao, Tombouctou. Aujourd'hui, c'est pratiquement dans toutes les régions, il y a des écoles qui sont fermées. Et donc, les gouvernements viennent, partent, on fait comme si vraiment, il n'y a pas de problème. Donc, vous pensez que c'est sur cette question-là qu'il devrait plus se focaliser? Non, il y a cette question, mais il y a beaucoup d'autres questions. C'est-à-dire qu'il faut sécuriser le pays. S'il n'y a pas d'école, c'est parce qu'il y a l'insécurité qui est là, donc qui mine pratiquement l'ensemble du territoire aujourd'hui. Il n'y a pas de région aujourd'hui au Mali qui n'est pas touchée par cette insécurité. Même s'il n'y a pas de djihadistes, il y a des attaques par-ci, par-là, dans toutes les régions du Mali. Et parfois même, il y a des djihadistes qui apparaissent, même il n'y a pas très longtemps, je crois qu'à Kita, on a parlé aussi de la présence de djihadistes déjà dans le secteur de Kita. Kita est à combien de kilomètres de Bamako? À moins de 100 kilomètres. Donc, vous voyez, donc, la mission de ce nouveau gouvernement doit faire en sorte que vraiment les Maliens puissent connaître la sécurité. Premièrement. Deuxièmement, également, je dis, en plus de la sécurité, il y a d'autres priorités. Un pays sans école, c'est insupportable. C'est insupportable. Mais il y a aussi la question des élections. Or, je pense que si on se réfère au délai imparti à la transition qui est de 18 mois, on a fait presque la moitié. Donc, je ne sais pas si ce gouvernement-là sera à mesure en 9 mois de régler toutes ces questions. Bon, donc dans ce cas, il faut peut-être prioriser les questions, la sécurité, l'éducation, et puis faire en sorte que des élections soient organisées, des élections inclusives, des élections transparentes, des élections crédibles, qui puissent faire en sorte qu'après les élections, qu'il n'y a pas d'autres crises, que le Mali ne retombe pas encore dans la crise. Bon, au jour où nous sommes, je ne pense pas que nous sommes en train d'éviter ça, parce que la première force de contestation, en tout cas, qui a fait en sorte que le régime d'Ibeka parte, ça c'est le M5. Et je crois qu'ils ont dit qu'ils ne font pas partie du gouvernement, même s'il y a une partie du M5, à savoir l'URD apparemment, qui, pour d'autres raisons que moi je ne connais pas certainement, donc qui a décidé de faire partie de ce gouvernement. Mais en tout cas, sans être pessimiste, je ne crois pas que ce gouvernement puisse apporter quelque chose. Alors, M. Diko, quelles doivent être les missions et les objectifs prioritaires de ce nouveau gouvernement? Vous rejoignez les avis de M. Keïta? Oui, en partie. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est la grève de l'UNTM qui est en train de paralyser tout le pays. Je pense que le gouvernement nouvellement mis en place doit urgemment s'atteler à ça pour que le mot d'ordre puisse être levé afin que les populations puissent continuer à vaquer à leurs affaires sans être dans cette paralysie qu'occasionne cette grève. La deuxième mission, je pense, c'est, comme il l'a dit, c'est sécuriser le pays et organiser des élections. Des élections transparentes, des élections propres, afin que le Mali puisse se doter d'institutions légitimes, légales, qui permettent à notre pays de continuer sa marche vers le progrès. Bien sûr, il y a les affaires courantes. Il y a les problèmes d'électricité, il y a les problèmes d'école. L'école, c'est une urgence aussi, il faut le rappeler. Donc, ce gouvernement, il a du pain sur la planche. Mais il a soulevé une question, à savoir l'intégration du M5-RFP qui avait conditionné son intégration au gouvernement à la dissolution du CNT. Faites-vous toujours partie de ce mouvement-là? Absolument. L'URD fait partie du mouvement M5. Ça n'a jamais été autrement d'ailleurs. Ce que j'entends se relève du fantasme. Mais ceci dit, l'URD est quand même un parti politique qui a ses vues propres, qui a ses convictions propres, qui a sa souveraineté, sa capacité de décision, seul, tout comme les autres composants du M5. Je crois qu'arrêtons de focaliser sur le débat sur ça. Aujourd'hui, je l'ai dit à d'autres occasions, que l'important pour notre pays, c'est d'accompagner les autorités de la transition pour qu'on sorte justement de cette transition en douceur, qu'il n'y ait pas de rupture, que chacun apporte son sien. Être au gouvernement, c'est une bonne chose. Ne pas être ne veut pas dire qu'on ne peut pas apporter ce qu'on a apporté pour que les choses marchent. Mettons-nous au service de notre pays. Les positionnements, les postures, je pense que ça ne sert à rien aujourd'hui. Ce qui est important, c'est que chacun doit prendre conscience de la fragilité de notre pays, du caractère exsangue de notre pays. Notre pays est fragilisé, notre pays est très faible aujourd'hui. Il faut que chacun de nous
fasse montre de patriotisme, d'engagement pour le pays. Je pense que c'est ce qui est important. L'URD a pris la décision en toute souveraineté d'aller dans un gouvernement et je pense que cela ne devrait pas lui être reproché. C'est vrai, tout ce que le M5 a demandé, y compris l'URD, bien sûr, l'URD aussi avait des demandes fortes par rapport à ce gouvernement, qui n'ont pas toutes été accomplies. Mais, comme je l'ai dit, nous sommes animés par l'esprit patriotique. Nous sommes déterminés à apporter ce que nous pouvons à la place qui est la nôtre, apporter ce que nous pouvons pour que le pays puisse redémarrer, parce qu'il est à l'arrêt. Remaniement ministériel à quelques mois de la fin de la transition, pensez-vous que c'est judicieux? Bon, écoutez, d'abord, moi je voudrais quand même me rappeler à Diko, c'est pas pour des attaques de personnes, d'ailleurs c'est un ami, j'ai beaucoup de respect pour son parti, nous sommes, je pense que tout ce qui concerne le pays, il faut arrêter en tout cas de faire des débats de toi à moi, des débats de sentiments. Donc on veut que le pays avance, même entre amis, il faut se dire la vérité. Je pense que ça va. Les Maliens vont très mal quand même comprendre que l'URD faisant partie du M5 et les membres du M5 également, les composants du M5, les éléments qui composent le M5, comprendra difficilement le choix quand même aujourd'hui opéré par l'URD. Le fait de se désolidariser de la décision d'un groupe auquel on appartient et puis dire que bon, nous sommes un parti politique, c'est vrai, je le reconnais. Effectivement, vous avez votre ligne de conduite, c'est vrai, mais vous faites partie aussi d'une organisation. Mais vous l'avez aussi reproché à d'autres. Rappelez-vous, en 2018, après le premier tour, il avait été question de former un seul bloc, donc contre le président de la République. Il y a des partis politiques, il y a des acteurs, donc effectivement, qui, à un moment donné, se sont désolidarisés. Et même après le deuxième tour, donc la contestation a continué pour que le président de la République, parce qu'on avait cru que c'est l'URD, mais moi, je pensais que c'était le candidat de l'URD qui avait gagné. Et donc, les gens avaient décidé effectivement de former un bloc. À un moment donné, c'était au niveau de la Palais de la Culture. Rappelez-vous très bien de cela. Il y a des gens qui ont fait dissidence et qui finalement ont décidé de ne pas faire partie de ce groupe-là. Il y a eu beaucoup de reproches à l'époque venant du camp de l'URD par rapport à ces éléments-là. Donc, si aujourd'hui vous le faites, ce n'est pas une critique, mais quand même c'est une observation, une remarque que je suis en train de faire. Est-ce qu'il n'y a pas la crainte aujourd'hui que le même sort, le sort que vous avez réservé à un moment donné à vos anciens amis, que ce sort-là ne soit pas aujourd'hui votre sort. Maintenant, est-ce que c'est judicieux aujourd'hui de passer à un remaniement ministériel? Mais si c'était effectivement pour changer les choses, d'accord, mais à mon avis, il n'y a pas eu de changement. Il n'y a pas eu de véritable changement, même si je ne connais pas les gens pour le moment. Mais déjà, quand ils voient déjà la forme... Bon, je suis philosophe, aristotélicien, phénoménologue, quelque part. Je me dis également que la forme et le fond ne se distinguent pas au fond. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une essence d'un côté, parce qu'on va dire qu'on ne connaît pas le fond, et donc on ne connaît que la forme, comme si la forme et le fond sont détachés. Alors moi, je suis de l'option de cette conception philosophique, qui est la phénoménologie, qui pense qu'il n'y a pas d'essence à part et de phénomène à part. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'apparence à part et que cette apparence cacherait une essence quelque part. Donc, ce gouvernement n'a aucune essence. Ce gouvernement est ce qu'il apparaît, déjà, à mon avis. Et donc, sortons donc de ce truc-là. Voilà, peut-être il faut rêver, s'attendre à un miracle. C'est ce que je disais, il n'y aura pas de miracle. Et ça sera la même chose. Et donc, le Mali, depuis fort longtemps, est dans cette situation. On est dans la gestion des intérêts privés et non dans la gestion des intérêts collectifs. Et ce gouvernement-là ne fera pas l'exception. Monsieur Ousmane Maïga de la société civile vient de nous rejoindre. Monsieur Maïga, bonsoir. Bonsoir. Maintenant, pensez-vous que c'est judicieux de mettre en place un nouveau gouvernement à 8 mois de la fin de la transition? Ok, merci pour l'invitation. Oui, nous venons de voir tout de suite la liste des membres du gouvernement. Oui, je pense que pour un État comme le nôtre qui a d'énormes difficultés, il est inconcevable de faire une semaine, 2 semaines sans un gouvernement, vu tous les besoins sociaux et aussi politiques du pays. Donc pour moi, la dissolution du gouvernement à l'époque, peut-être que cela dénote un peu de
du changement du cadre politique, de l'environnement, les rapports de force qui ont beaucoup changé. Donc le gouvernement, le chef de gouvernement et le président se sont vus dans l'obligation de réajuster. Donc ce réajustement a été fait et je pense que c'est une bonne chose. Quand même, déjà qu'il y a une démission, qu'on ait le plus tôt possible un gouvernement sur place. Monsieur Diko, est-ce que vous pensez que cette réorganisation, ces remaniements vont avoir un impact sur l'organisation des futures élections? Madame, vous serez indulgent de ne me voir pas me prononcer en profondeur sur la composition du gouvernement, parce que comme vous le savez, j'ai pris connaissance de la liste dans vos studios ici. Donc je n'ai pas eu encore suffisamment de temps pour analyser. Mais il ne s'agit pas des personnes en tant que telles, il s'agit même du retard que cela a pris, le temps que les nouveaux ministres prennent leur marque. Est-ce que pensez-vous que cela va avoir un impact sur l'organisation des élections? C'est de ça qu'il s'agit. Je pense que pour un cadre appelé à une fonction gouvernementale, on ne vient pas au gouvernement pour apprendre à travailler. On vient mettre son expérience, son expertise au service de son pays. Et de ce point de vue-là, moi je n'ai aucune raison de douter de la capacité d'organisation, d'adaptation de ceux qui viennent d'être promis au gouvernement. Soyons un peu patients, peut-être un peu indulgents. Attendons de voir dans les semaines, dans les jours à venir, ce qui va se passer. Ce qui est sûr, le gouvernement est fortement attendu par les populations maliennes, comme je l'ai dit, qui sont en proie à toutes sortes de difficultés. Et je pense qu'aujourd'hui, les débats qui consistent à vouloir polémiquer sur M5, URD, comme mon cher ami était en train de le faire, ne me paraissent pas les sujets qui vaillent aujourd'hui. Il le sait, je le sais, le pays est dans une situation où c'est le rassemblement national, c'est l'union sacrée, c'est le consensus national qui importe pour le pays. Et c'est ce qui est bénéfique pour le pays. Il faut que chacun le comprenne. Les commentaires, ils sont libres. Je pense que s'il est disponible, moi, je serai prêt, avec votre bénédiction, à venir retourner ici pour expliquer les points de vue, les positions de l'URD. Il n'est pas le seul à s'interroger sur, si vous voulez, un peu quelle est la cohérence de notre démarche. Elle est claire, notre démarche. Nous sommes un parti politique. Nous l'avons toujours assumé. Le président et le premier ministre nous ont fait l'honneur de nous inviter à venir parler du Mali dans cette période particulière où il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité. Je voudrais le rappeler parce que ça semble être oublié. La configuration actuelle ne permet plus qu'on dise un tel parti est de l'opposition, un autre est de la majorité. Nous sommes des Maliens, mais chacun dans son identité, chacun dans sa souveraineté, chacun dans sa liberté. Il ne faut jamais le perdre de vue. Ceux qui nous font le procès aujourd'hui à l'URD, de donner le sentiment que nous avons trahi. Non, l'URD n'a jamais trahi. L'URD a eu l'occasion royale, offerte à l'époque par le président légitime d'alors, Ibrahim Boubacar Keïta, d'entrer au gouvernement. Nous avons décliné l'offre parce que les conditions dans lesquelles les choses étaient proposées ne nous étaient pas favorables, ne nous intéressaient pas, parce qu'elles n'étaient pas conformes à notre ligne. À l'URD, je l'ai rappelé sur d'autres cieux, que pour décider, il y a deux impératifs qu'on met en avant. Est-ce que ce que nous allons prendre comme décision est conforme aux intérêts du pays? Ça, c'est le plus important chez nous. La deuxième option, le deuxième impératif, c'est est-ce que ce que nous sommes en train de faire est en cohérence avec notre histoire politique, notre itinéraire politique, notre philosophie politique. Je ne suis pas phénoménologue, encore, je ne sais même pas ce que ça veut dire, encore moins aristotélicien pour rentrer dans des polémiques. À rentrer dans les polémiques qui ne servent pas aujourd'hui le pays. Donc, même étant dans le gouvernement, vous êtes prêt à continuer avec le mouvement M5-RFP? Mais bien sûr, nous n'avons pas quitté le M5-RFP. Les autres membres sont d'accord avec mais vous? Mais ça, il faut poser cette question aux autres membres. C'est eux qui pourront répondre. Pour ce qui me concerne, je m'en tiens à ce que la direction du parti a décidé. À ce que je sache, moi, je suis membre de la direction du parti. Il n'a pas été question pour le moment, et je ne vois même pas pourquoi il en serait les question en ce moment précis de l'histoire de notre pays. Le pays est à une phase extrêmement difficile. C'est une pente. Le débat politique, les attaques,
les dénigrements peuvent venir après. Mais aujourd'hui, ce qui urge, c'est de se mettre ensemble pour sauver le Mali. Aujourd'hui, ce qui urge, c'est de se mettre ensemble. Vous êtes du même avis que M. Dicko? Oui, il faut se mettre ensemble, mais il faut se dire la vérité. C'est entendre M. Dicko, j'ai l'impression qu'il est en train de nous dire que le pays va mal beaucoup plus aujourd'hui que sous le président Ibeka. Donc, ce que ça veut dire que le fait d'avoir chassé le président Ibeka au pouvoir, il n'y avait aucune raison. Or, en réalité, au fond, ce n'est pas ce qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire concrètement, le fond de son... Je suis là, je peux dire ce que j'ai envie de dire. Oui, mais je suis capable... Non, je suis capable... Oui, non, je suis là aussi, elle l'a dit, je suis politologue, analyste, philosophe politique, donc je suis là aussi de dire aux Maliens ce qui est au fond de toi et que tu n'es pas en train de dire. Ce que tu dis entre les mots. Non, si, c'est à moi de le dire. Non. Ce qu'il est en train de dire, c'est que M. Dicko est en train de dire, en 2018, nous étions opposés à M. Ibeka. Le Mali était en danger, on le reconnaît. Il était d'ailleurs plus en danger en ce moment qu'aujourd'hui, parce que c'est pourquoi vous rentrez aujourd'hui dans le gouvernement. Et donc vous demandez aux Maliens, en tout cas un rassemblement, parce que vous avez choisi d'opter d'aller dans le gouvernement. Oui, au rassemblement. Nous avons refusé parce qu'on voulait beaucoup plus que des postes de ministre, et donc, c'est-à-dire le poste de président, parce qu'on cherchait gros, soit le poste de président, soit la primature, c'est ce qu'on cherchait. Et donc, on refuse de rentrer dans le gouvernement pour sauver le pays. Le pays était en danger, on ne le fait pas. Et donc, aujourd'hui, on a des petits morceaux. Donc, il faut prendre sa part du gâteau. Si c'est ça, il faut l'assumer. Nous avons décidé de prendre notre part du gâteau. Parce que le Mali, c'est ça. La question politique au Mali, ça ne se résume qu'à ça. Nous sommes dans ce que l'autre dit, la politique du ventre. C'est-à-dire que les gens ne se soucient plus de la dignité, de la liberté, du bonheur de l'ensemble de la société. Ce qui préoccupe aujourd'hui les gens, c'est d'occuper les postes. Et puis, les privilèges qui sont rattachés à ces postes-là, c'est ce qui intéresse les gens. Donc, vous pensez que ça n'aura pas d'impact sur l'organisation des élections? Quel impact, madame, ça va nous apporter? Quel impact? Parce que nous sommes dans ça. Tout le monde est dans la recherche, comment dirais-je, du pays. Il y a des gens... on a pris du temps avant de mettre ce gouvernement en place. Pourquoi on a pris du temps? Certainement, il y a des gens qu'on voulait enlever, qui ne veulent pas être enlevés. Et donc, il y a des gens qui voulaient rentrer et à qui on n'arrivait pas à trouver une place. Et donc, ceci aussi faisait la pression. Donc, dans un contexte où aujourd'hui aussi, où l'UNTEM est en grève, nous sommes dans la deuxième semaine donc, de la grève de l'UNTEM, vous voyez ce que ça fait. Est-ce que ce gouvernement sera en mesure de faire face à cette grève? C'est ce qu'on va voir. En tout cas, déjà, moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui sont en train de dire que la grève est inopportune, ce n'est pas le moment, les Maliens doivent se donner aujourd'hui la main. Oui, les Maliens, ceux qui ont des intérêts en commun, ceux-ci vont effectivement accepter de se donner la main. Mais ceux dont les intérêts sont piétinés, et le plus grand nombre de Maliens dont les intérêts sont piétinés, mais ces gens-là ne doivent pas accepter. Moi, j'appelle ces Maliens à mettre plus de pression, et je fais partie de ces gens-là. J'aime mon pays. Donc je suis malien, j'ai le droit de militer dans mon pays, et y compris on peut militer de plusieurs manières, je suis enseignant. Donc de dire la vérité, ne serait-ce que dire la vérité en tout cas à mes autorités, parce que c'est ça aussi ce pays-là. Donc vous pensez qu'on ne nous dit pas la vérité? Non, on ne dit pas la vérité aux gens, madame. On fait le colmatage, on vient faire la diversion, on joue en tout cas, comment dirais-je, aux petits malins, aux petits lapins, et donc on masque, on ment aux Maliens en réalité, on ment aux Maliens. Et quand tu dis aux gens que tu mens au Mali, on pense que ça c'est une insulte. C'est pas une insulte, c'est simplement dire la vérité aux gens. Il y a trop de mensonges. Et la politique, depuis 1968 jusqu'à maintenant, va avec le mensonge au Mali. Et cette vérité-là, il faut oser, il faut avoir le courage de le dire. Moi, je n'ai rien aujourd'hui contre ceux qui sont au pouvoir. Je n'ai rien contre ceux qui cherchent le pouvoir. Je ne suis pas en train de chercher le pouvoir. Le poste que j'occupe, le poste d'enseignant, ça me suffit. Mais trop, c'est trop. Moi, je suis là pour dire la vérité effectivement, qui défend la dignité des Maliens, qui défend l'honneur des Maliens, qui défend le bonheur collectif des Maliens. Je ne suis pas là pour un parti politique, je ne suis pas là pour un gouvernement, pour un ministre. Je suis là pour le Mali, pour mon pays. J'aime le Mali et cette vérité, il faut le dire. La grève de l'UNTEM est légitime et légale. Et donc, si
Tout le monde, c'est-à-dire que si les gens doivent se soucier du Mali, ce n'est pas l'UNTEM seulement, ce n'est pas moi seulement, c'est tout le monde qui doit se soucier. Et le fait aussi de s'opposer à telle ou telle décision, à tel ou tel gouvernement, ne veut pas dire qu'on est contre le Mali. C'est parce qu'on aime le Mali, c'est parce qu'on veut le Mali, c'est parce qu'on veut le bonheur des Maliens qu'on s'oppose. Et on demande aux gens qui sont au pouvoir de changer leur façon de faire. Mais ça ne veut pas dire qu'on est contre X ou Y. Alors, Monsieur Maïga, vous êtes membre de la société civile. Vous voulez rebondir sur les réactions de vos différents co-débatteurs? Ok, merci. Pour moi, il faudrait toujours à chaque fois essayer de mettre le Mali et les citoyens maliens en priorité et voir qu'est-ce qui pourrait nous aider en tant que citoyens à dépasser tous les positionnements politiques, parce que si le pays est à ce niveau aujourd'hui, c'est les jeux politiques qui ont été très très mal joués et que les acteurs n'ont pas pu remplir pleinement leur rôle et responsabilités. Et la transition se devait de se couvrir plus de ce positionnement politique afin de mettre le droit du citoyen au devant et aller vers de véritables réformes. Et aujourd'hui, l'apparition de la liste du gouvernement est une bonne chose, mais cependant, nous constatons que toujours que le gouvernement ne respecte pas le quota de 30% qui doit être donné aux femmes. Nous sommes à juste 20%. Et aussi, nous avons vu une redistribution des cartes que selon nous n'est pas assez stratégique. Un exemple, quand la formation professionnelle est dissociée à l'emploi, et du coup, on se dit sur quel trajet travaille le gouvernement. Est-ce qu'ils ont des orientations stratégiques sectorielles ou c'est juste une redistribution des cartes selon un peu le niveau d'influence des différents acteurs, ou c'est selon les priorités du gouvernement par exemple en termes de politique et d'action sur le terrain. Donc du coup, cela montre que nous n'avons pas suffisamment tiré les leçons de tout ce qui se fait et nous continuons à violer les lois de la République et aussi à vouloir à chaque fois qu'il y a des changements de rapports de force, d'aller vers des révisions ou encore aller vers des constitutions de nouveaux gouvernements. Et ce que je voudrais rappeler aux politiques qui sont sur le plateau, que le gouvernement, oui, c'est le bras opérationnel, mais c'est sur quoi les politiques doivent plus s'apaisantir, c'est le CNT, qui est un cadre où ils seront indépendants et dire tout ce qu'ils veulent en termes de changement de loi ou encore de tout ce qui est règlement en matière. Mais le gouvernement, ils seront toujours soumis aux ordres du PM ou du président de la République. Donc, de plus travailler à se positionner sur des instances comme ça, afin qu'ils puissent porter largement les voix des citoyens qui les représentent ou des politiques ou des programmes de société qu'ils veulent faire valoir. Donc, du coup, je crois que maintenant, le gouvernement est sur place. C'est à l'ensemble des Maliens. Il est vrai, je soutiendrai en tant que société civile qu'il y a toujours une opposition qui va veiller, une société civile aussi très active qui va continuer à jouer son rôle, et un gouvernement qui doit aussi être assez structuré et avoir des orientations claires et des priorités qui vont couvrir un peu et amener le Mali à sortir de ce gouffre-là qui a trop longtemps duré, et surtout à tout faire pour que personne n'ait encore l'envie de faire un autre coup d'État dans ce pays. Mise en place du nouveau gouvernement de transition, défis et perspectives, c'est le thème du grand dialogue d'aujourd'hui. Monsieur Diko, selon vous, quel est le gouvernement type? Quel gouvernement il faudrait pour une transition réussite? Je voudrais, avant de répondre à cette question, attirer l'attention de mon ami Keïta, qu'il n'a pas l'apanage de la vérité. Sa vérité, c'est ça. Il stigmatise certains comme étant des menteurs. Je crois qu'il s'adresse aux politiques que nous sommes. Je ne pense pas que ce soit un discours constructif. L'URD, au moment où elle animait l'opposition, avait eu effectivement l'opportunité de rentrer au gouvernement. Mais ce n'est pas rentrer au gouvernement qui importe pour l'URD. C'est rentrer pour y faire quoi? Rentrer pour apporter quoi? À l'époque, souvenez-vous, c'était le gouvernement de Dr Boubou Cissé. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu le chef de file de l'opposition, paix à son âme, président de l'URD à l'époque, pour lui dire la situation du pays. Nous étions au lendemain de la spirale meurtrière que le pays avait connue avec Ogosagou, Sobanda, etc. Il y avait aussi à côté une crise politique qui faisait qu'une partie de la classe politique ne reconnaissait même pas les institutions issues des élections de 2018. Donc nous étions effectivement dans une période de tension extraordinaire. Nous avons répondu à l'invitation du président
ils ont échangé, ils ont convenu des choses dont la mise en œuvre n'a pas été faite conformément à ce qui avait été convenu. C'est ce qui explique que nous ne sommes pas allés au gouvernement. Aujourd'hui, nous sommes dans une période particulière dont l'ADN, dont la démarche doit être empreinte de consensus, je le répète. Une transition, c'est par essence un moment de consensus, un moment de rassemblement. Parce que personne n'est aujourd'hui dépositaire d'une légitimité populaire. Bardaou, il est président, chef de l'État, personne ne l'a élu. Lui qui a nommé le Premier ministre, lui-même n'est pas élu. Donc il n'est pas dans une situation normale qui puisse nous permettre d'entrer dans une certaine réticence contre lui. Ce n'est pas le gouvernement qui nous incombe, encore une fois, mon cher ami. Si le gouvernement nous voulions, vous l'avez rappelé en 2018, en 2019, nous serions allés déjà au gouvernement. Il y a eu 9 mois écoulés, nous avons été exclus, comme toute la société civile pratiquement, comme l'ensemble de la classe politique. Ce qui s'est passé, tout le monde l'a vu. Le pays est à l'arrêt. Il s'est grippé. Bardaou même a fini par comprendre qu'il fallait changer. Et c'est ce qu'il est en train de vouloir faire aujourd'hui. J'espère simplement que ce qui est en cours sera bénéfique pour le Mali. Je n'ai pas envie de discuter, de rentrer avec mon ami Keïta dans les polémiques. Mais s'il le faut, pour que les Maliens sachent la dans vérité. Les polémiques, aujourd'hui, vous nous avez invités pour un temps précis et pour un thème précis. J'aurais souhaité que le débat se focalise à ce niveau. Les théories philosophiques, il dit qu'il est enseignant. Moi, je suis inquiet pour ses élèves, ses étudiants, parce qu'avec la confusion qui caractérise ses propos et son discours, je ne sais pas quel enseignement il va donner. Alors, ça, c'est des attaques de personnes. Encore une fois, sortons du discours confus. Arrêtons de nous attaquer les uns les autres. Mettons le Mali au-dessus. Ne pensez pas aussi que ceux qui sont dans l'action politique sont des apatrides. Vous savez, madame, moi, hier soir, j'étais à pareil moment dans un studio, dans une radio. La veille, j'étais sur un plateau de télévision pour parler de mon pays. Je laisse mes activités, me mettre au service du pays, parler du pays. Je pense que cette activité-là, elle mérite au minimum un respect. Je défie quiconque de dire que l'URD a posé un acte dans ce pays qui soit contraire aux intérêts du pays. Donc, mais, comme je l'ai dit, il y en a qui sont déguisés en professeurs d'université, il y en a qui sont déguisés en acteurs de la société civile pendant le jour, mais la nuit, c'est des acteurs politiques de premier plan. Si vous êtes courageux, venez dans l'arène, sainement, courageusement, on va s'affronter pour le pays. Moi, je choisis cela et j'entends être respecté dans ça. Le gouvernement idéal. Le gouvernement idéal, c'est un gouvernement qui va prendre conscience des défis actuels. Je crois que M. Keïta l'a rappelé, moi aussi, tout comme Ousmane Maïga. Je pense que aujourd'hui, ce gouvernement doit s'atteler à sécuriser le pays, à pacifier le pays, à régler urgemment la question UNTM, à donner suite aux revendications légitimes et possibles du syndicat UNTM. Parce que quand l'UNTM continue sa grève, les conséquences sont insupportables pour notre pays fragile déjà. Donc, l'urgence dès demain, si j'étais Premier ministre, j'aurais invité les ministres à se mettre au service de l'UNTM pour désamorcer cette crise. Et ensuite, s'attaquer à la question de sécurité pour faire en sorte que le pays puisse avoir un minimum de sécurité qui puisse nous permettre d'aller aux élections, parce qu'il faut qu'on sorte justement de cette situation exceptionnelle qui est une transition. Mais elle ne peut jamais réussir, cette transition, sans l'accompagnement de l'ensemble des acteurs. Et tout le monde a sa place, parce qu'il s'agit d'un moment de consensus, d'un moment de rassemblement, d'un moment de communion nationale pour le pays. Et si l'on perd ça de vue, ça veut dire qu'on n'a pas compris encore la profondeur de la crise à laquelle le Mali contemporain est confronté. Monsieur Ousmane Maïga, selon vous, le gouvernement idéal pendant cette transition, c'est quoi? Selon moi, un gouvernement idéal, c'est d'abord un gouvernement qui est mis en place sur la base d'une politique claire. C'est-à-dire que ce n'est pas le gouvernement qui doit déterminer la politique de l'État,
Mais c'est à l'État, c'est à la politique de l'État plutôt de déterminer les personnes dont on a besoin pour mettre en œuvre un plan ou un programme. S'ils mettent en place un gouvernement juste pour rebattre les cartes, afin que chacun puisse avoir un poste, pour moi, ce n'est pas cela le gouvernement idéal. Et l'autre chose, un gouvernement idéal aussi, c'est un gouvernement qui est mis en place selon des préséances, des priorités de l'État. C'est-à-dire, si c'est la justice, la réconciliation, la défense, c'est de mettre aussi ces postes-là à des niveaux assez importants et stratégiques afin que ces problèmes puissent être résolus. Ensuite, le troisième aspect aussi, c'est un gouvernement qui est inclusif et représentatif des jeunes, des femmes, mais aussi d'autres acteurs sociaux, politiques, surtout. Donc, du coup, pour que les uns et les autres puissent occuper aussi des postes qu'ils maîtrisent et aussi des portefeuilles qui peuvent vraiment contribuer, auxquels ils peuvent contribuer. Donc, du coup, c'est un gouvernement idéal, c'est l'ensemble de tous ces facteurs-là réunis qui pourront nous amener à sortir de ce problème. Monsieur Barabini Keïta, selon vous, c'est quoi le gouvernement idéal pendant cette transition? D'accord. Je ne veux pas polémiquer avec mon ami Diko, mais donc, je voudrais quand même tout simplement dire la qualité de mes cours. Je pense que c'est à mes étudiants de les juger. C'est à mon administration de juger. Je pense que lui, il ne peut pas le juger. Mais bon, enfin, je connais cette tactique dans les débats, dans les dialogues. Donc, ça ne va pas m'affecter. Mais je souhaite tout simplement qu'il soit un bon politicien. Mais ma crainte, c'est de voir qu'il soit un médiocre politicien. Parce que ce qui caractérise fondamentalement le médiocre politicien, c'est effectivement le fait d'être une chauve-souris. C'est-à-dire que tantôt on est M5, tantôt on est URD, donc tantôt on prend telle position, on est dans le gouvernement, et puis tantôt on critique le gouvernement. Non, mais attends, ça c'est être une chauve-souris. Et vous savez, être chauve-souris, c'est ce qui caractérise les médiocres politiciens. Je ne dis pas qu'il est un médiocre politicien. Moi, ce qu'il m'a dit, moi, je n'ose pas le dire, mais je me pose la question, si effectivement c'est ça, en tout cas, qui caractérise la position de son parti, moi, je dirais, et que lui, il défend ça. Ma crainte, en tout cas, c'est de me poser la question de savoir est-ce que lui-même, il n'est pas un médiocre politicien. Donc, ceci dit, le gouvernement idéal, je pense que c'est un gouvernement, effectivement, qui s'attaque aux véritables problèmes qui minent ce pays-là. La corruption, l'injustice. Parce que dans ce pays, il y a tellement d'injustice. Regardez ce que l'INTEM défend, l'harmonisation des salaires. Vous pouvez voir des gens qui ont le même diplôme et vous allez voir, l'un gagne 500 000, l'autre ne gagne que peut-être 100 000 francs. Bon, que ce soit en salaire ou en prime. Donc, vous savez, ça, c'est des choses quand même qu'on ne peut pas continuer à défendre dans ce pays. Ça, c'est un. Vous dites aussi aux citoyens de faire la paix, de faire la réconciliation, de penser au pays. Mais je pense que ceux qui doivent penser au pays, c'est d'abord les premiers responsables qui doivent penser au pays. Les traitements qui sont alloués aux responsables de ce pays, ont-ils changé ou pas depuis la chute du régime? Je dirais non. Si M. Diko, en tout cas, a le courage, il pourra aussi témoigner ça. Donc, vous ne pouvez pas demander aux gens de faire des sacrifices. Donc, le gouvernement idéal, c'est le gouvernement aussi qui est prêt à faire le sacrifice qu'il faut pour tirer le pays de là où il se trouve. Malheureusement, ce qui intéresse nous, nos gouvernants, ce sont les privilèges des postes. Et c'est pourquoi les gens se battent. La charge, c'est-à-dire que le poste doit être une charge, un fardeau, duquel d'ailleurs les gens doivent, en tout cas, se lâcher. Les gens doivent être fatigués de ce fardeau-là. Mais si vous voyez des gens qui courent chaque fois derrière quelque chose, ça veut dire que quelque part, ils tirent un profit. Et c'est ce profit-là qui les intéresse. Et donc, ce gouvernement ne peut pas être un gouvernement idéal. Le gouvernement idéal, c'est un gouvernement animé par des hommes, des femmes, des jeunes et des personnes âgées qui se soucient du bien-être de leur population, de la sécurité de leur population, de l'éducation de leurs citoyens, de leur situation, de l'organisation des bonnes élections. Le gouvernement idéal, c'est cela. Mais la logique dans laquelle aujourd'hui on se trouve, c'est la logique de partage de gâteau. Vous voyez, donc il y a des gens qui ont eu leur gâteau, le discours commence à changer, on commence à mettre un pied dans le gouvernement, l'autre pied dans le M5. Ça, c'est la stratégie également du caméléon. Donc on est aussi dans cette posture-là, la stratégie du caméléon, s'assurer que il ne faut pas que j'aille tout de suite
totalement dans le gouvernement parce qu'avec la grève de l'UNTEM, je ne sais pas trop comment les choses vont se terminer. Et donc, avec la grève de l'UNTEM, donc je mets un pied dans le gouvernement, je mets un pied, dans l'opposition, qui est le M5, qui conteste depuis presque plus d'une année, parce qu'ils ont fêté leur anniversaire, je crois, il n'y a pas longtemps. Non, c'est pas fait. Donc, c'est pas fait encore. De toute façon, le M5 a commencé à contester depuis le mois de mai 2020. Et donc, on est en mois de mai 2021. Donc, ça fait une année, de toute façon. Qu'ils ont fêté, qu'ils n'ont pas fêté, ça, c'est autre chose. Mais je connais la genèse du M5. Je sais comment c'est né, les forces, etc., etc. Donc, bref, pour moi, le gouvernement idéal, c'est le gouvernement qui se soucie du bonheur de ses citoyens. Et c'est ce qui fait la différence entre les gouvernements. Ce n'est pas de question de tête, de ceci, de cela. Que ce soit des femmes, que ce soit des jeunes, que ce soit des vieux, que ce soit... peu importe. En tout cas, moi, je veux une inclusivité. Je n'ai jamais fait d'attaque contre les partis politiques. Au contraire, Sidiko se rappelle très bien, on était sur un plateau, dans lequel j'ai eu à dire que ceux qui s'en prennent aux partis politiques, on ne peut pas faire la politique sans les politiciens. Moi, j'ai eu à dire ça. Donc, je n'ai rien contre les politiciens. Mais s'il y a des choses aussi qui ne vont pas dans mon pays, j'ai le devoir de le dire. Merci. Plus que 5 minutes avant la fin de notre émission. Alors, Monsieur Diko, vous êtes membre du parti URD. Qu'est-ce que les autorités de la transition doivent faire maintenant pour satisfaire toutes les attentes des Maliens? Bon, vous savez, une période de transition, de par le temps que ça fait, de par la nature même de ce régime, ne peut pas créer des miracles. Il ne faut pas se leurrer. Je pense qu'une période de transition, c'est pour préparer une autre période normale. C'est ça, à mon avis, un des rôles assignés à une transition. Souhaitons, espérons que le gouvernement nouveau va jeter les bases d'un certain nombre de réformes, notamment électorales, pour qu'on aille à des élections transparentes et que le pays se dote d'institutions légitimes. Ils ne vont pas créer un miracle avec le temps qui est le leur, avec la situation, la configuration actuelle du pays. Ce n'est pas évident qu'on attende grand d'eux. Mais il est important que les actions qui soient posées soient celles qui urgent, soient celles qui importent aujourd'hui aux Maliens. Je vous ai rappelé la grève de l'UNTEM. Il faut absolument désamorcer cette grève, dont je salue quelque part la légitimité. Aujourd'hui, personne ne peut dire que l'UNTEM n'a pas le droit d'aller en grève. Le syndicat a le droit légitime d'aller en grève. Mais le syndicat aussi fait partie des Maliens. Lui aussi doit comprendre la situation actuelle du pays pour ne pas rentrer dans une espèce de surenchère qui ne sont en fait bénéfiques pour personne. Vous savez, les politiques, ils ont le dos large. Je pense que mon parti, on peut tout lui reprocher, sauf un parti qui manque de cohérence et de constance. Je vous ai dit, la transition, ce n'est pas une période normale. C'est une période qui requiert le consensus, qui requiert l'accompagnement de tous. Si être dans ça est synonyme d'être caméléon, oui, nous assumons cela. Si nous sommes caméléons parce que nous avons décidé de répondre à l'invitation d'un président nommé, il faut le dire, d'un premier ministre en place, nommé également, si c'est cela être caméléon, se mettre au service de son pays, dans cette période de transition particulière, qui requiert du consensus et de l'accompagnement de tout, si c'est ça être caméléon, ça veut dire qu'on n'a pas une bonne lecture de la situation. On n'a pas les mêmes visions de la gravité, de la profondeur de la situation du pays. La période de Ibeka, c'était une période normale. C'est bientôt la fin de l'émission. C'était une période normale. Il s'adonne à des invectives, mais encore une fois, moi, je serai disponible à venir ici pour discuter avec M. Keïta de ce qu'est l'URD et de ses prises de position. Alors, M. Ousmane Maïga, pour terminer, qu'est-ce que les autorités de la transition doivent faire pour satisfaire les attentes des Maliens? Monsieur Maïga. Je pense qu'ils doivent mettre l'accent sur l'organisation des élections, surtout aussi la gestion de toutes les crises sociales, la dégrève sociale autour de l'UNTM, et aussi ne pas oublier les services essentiels qui permettent aux populations de vivre dignement. Monsieur Keïta, en une minute pour terminer. Non, pour terminer, je pense que je rejoins mes co-débatteurs pour dire qu'urgemment, il faut aller à la résolution
du bras de fer avec l'UNTEM. Mais en même temps, je voudrais quand même aussi souligner qu'il ne faudrait pas résoudre cette crise et en créer d'autres, c'est-à-dire écraser d'autres syndicats qui sont faibles. Parce que je sais quand même qu'il y a eu des lois qui ont été votées et donc qui obligent le gouvernement à chaque fois qu'il y a des choses qui sont bénéficiées par l'UNTEM, que d'autres syndicats aussi bénéficient, qui ne sont pas aussi forts que l'UNTEM. Je pense que le sens de responsabilité et le sens de la justice de nos dirigeants sont interpellés aujourd'hui. Il faut qu'ils apprennent à être justes entre les citoyens. C'est ça que moi je voudrais. C'est-à-dire qu'on peut être faible, on peut être fort, mais ce qui fait que nous sommes ensemble, c'est parce qu'on sait qu'on est différents. Mais le rôle de l'État, c'est effectivement de se mettre entre les citoyens et de reconnaître que les uns sont faibles, les uns sont forts, et que parce que les uns sont forts et que les uns sont faibles, moi je suis là pour faire l'arbitre et faire l'arbitre de telle manière que chacun puisse trouver son compte dans le vivre ensemble. Merci beaucoup, M. Keïta. Merci d'avoir suivi notre émission du jour dont le thème était mise en place du nouveau gouvernement de transition, défis et perspectives. Nos invités étaient M. Mamadou Diko de l'URD, M. Bakabini Keïta, il est politologue, M. Ousmane Maïga de la société civile. Moi, je suis Mariam Koulibaly. L'émission a été coordonnée par Mohamedou Touré, à la régie Peting Diara et Seydou Ndao. Au revoir. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.